As-tu déjà entendu parler d'une île qui serait régulièrement attaquée par les requins ? Depuis des siècles, les gens qui y vivent ne sont pas parvenus à trouver un moyen d'y mettre fin. Ils ne peuvent pas non plus comprendre pourquoi les requins y reviennent si souvent. Alors, que se passe-t-il ? Pourquoi ces prédateurs continuent-ils de rôder autour de cette île spécifique tout en semblant délaisser complètement les autres ? Rendons-nous sur place et tâchons de le découvrir. Le 22 juillet 2015, les eaux bordant l'île de la Réunion étaient claires et limpides. La partie ouest de l'île, Saint-Leu, avait toujours été un excellent spot pour le surf. Mais en cette agréable journée ensoleillée, l'un des habitants a bien failli perdre la vie. Un requin bulldog de près de 2 mètres est apparu de nulle part. Une fois près du rivage, il s'est soudain précipité sur le surfeur Rodolphe Ariegui. Son ami, médecin et professeur de géographie à l'Université de la Réunion, Erwan Lagabriel, se trouvait non loin à ce moment-là, en pleine conversation avec 2 autres surfeurs. Tout à coup, ils ont entendu du bruit. Réalisant que c'était son ami, Lagabriel s'est précipité pour l'aider. Le requin ne se trouvait qu'à 20 mètres de lui. Le médecin s'est précipité vers Ariegui, même s'il ne comprenait pas exactement ce qui était en train de se passer. Au début, l'eau autour du surfeur était constellée d'écume blanche. Elle a ensuite commencé à virer au rose, puis au rouge. Lagabriel dirait plus tard que cela avait été l'une des choses les plus effrayantes qu'il ait vues de sa vie. Heureusement, quand il s'est approché, le requin était déjà parti. Lagabriel savait que dans la plupart des cas, il n'y a pas de seconde attaque. Il s'est donc dépêché de secourir son ami. Il leur a fallu un certain temps pour regagner le rivage. Lorsque Lagabriel a tiré son ami sur la plage, il a immédiatement fait un garrot avec la laisse d'une planche de surf. Après cela, Ariegui a été emmené d'urgence à l'hôpital. Heureusement, cette histoire ne se termine pas trop mal. Bien que l'homme de 45 ans y ait laissé un bras, il a tout de même survécu. Mais il aura été l'un des rares chanceux, car cette terrible histoire n'est qu'une parmi les dizaines à s'être produite sur l'île de la Réunion au cours des dernières décennies. L'île de la Réunion se situe dans l'océan Indien. Elle se trouve non loin de Madagascar, avec sa voisine, l'île Maurice. Toutes deux se situent à la même latitude que l'Australie. Ces 2 îles sont d'ailleurs assez similaires. Elles ont presque le même climat et les mêmes conditions naturelles, ainsi que des langues et des cultures semblables. Mais il existe une énorme différence entre les deux. À l'île Maurice, les gens peuvent se détendre et s'amuser dans les eaux chaudes de l'océan, faire de la plongée et observer les dauphins. Pendant ce temps, à La Réunion, les habitants ont peur, ne serait-ce que de mettre leurs doigts dans l'eau. Mais pourquoi cela ? Malheureusement, La Réunion a acquis une solide réputation d'île aux requins. En 2018, 56 attaques s'y sont produites. De 2011 à 2016, leur nombre a représenté 16% des attaques de requins dans le monde. Désormais, on voit fleurir des panneaux d'avertissement partout à La Réunion. Les pêcheurs et les habitants du coin ont commencé à discuter d'options de piégeage des requins à grande échelle. Les autorités interdisent d'ailleurs aux gens de se baigner presque partout, sauf dans quelques endroits plus ou moins protégés, comme un lagon corallien par exemple. Et pourtant, tout pêcheur ou océanographe sait que les requins peuvent facilement pénétrer dans ces anneaux de corail. En d'autres termes, les habitants et les touristes ne peuvent guère se sentir en sécurité où que ce soit sur l'île. Pendant ce temps, à l'île Maurice, une seule attaque se serait produite depuis les années 80. Les gens viennent ici pour se détendre et tout se passe généralement bien. La question demeure donc, pourquoi diable La Réunion est-elle si malchanceuse ? Le docteur Lagabriel, notre sauveur mentionné plus tôt, s'est donné pour objectif d'expliquer cet étrange phénomène. Son étude a montré qu'au cours des 30 dernières années, la probabilité d'une attaque de requin à La Réunion avait été multipliée par 23. Et dans 9 cas sur 10, il s'agit en fait d'un requin bulldog. Si tu n'en as jamais entendu parler, cette créature ressemble exactement à ce que tu imagines quand tu entends le mot requin. C'est l'une des espèces les plus répandues et celle que l'on voit souvent apparaître dans différents films et autres dessins animés. Ces requins vivent dans les eaux tropicales et subtropicales de tous les océans. Le plus souvent, on les trouve, oui, tu l'as probablement déjà deviné, dans les eaux méridionales entre l'Australie et l'Afrique du Sud. Cet endroit est même surnommé l'autoroute des requins, parce que ces prédateurs aiment vraiment rôder par ici. C'est aussi l'une des espèces de requins les plus agressives, et elle est très dangereuse pour l'homme. Malheureusement, elle est aussi très tolérante aux différents degrés de salinité de l'eau.
ce qui signifie qu'ils peuvent même s'aventurer dans l'eau douce sans trop d'encombre. Mais pourquoi les attaques de la Réunion se produisent-elles si souvent? Eh bien, il existe de nombreuses théories et de nombreux facteurs différents qui pourraient jouer un rôle dans tout cela. Marc Soria, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, a décidé de mener une étude avec son équipe. Ils ont passé 3 ans à rassembler des données sur 45 requins tigres et 38 requins bulldogs vivant dans les eaux locales. L'Institut a soutenu cette étude. Elle a également été financée par 3 fondations de recherche, régionales, nationales et européennes, ce qui tente à souligner la gravité du problème. Et maintenant, voici les principales théories développées par l'équipe de Soria et la Gabrielle. La première pointe vers une pêche excessive. Les experts suggèrent que la pêche sur le long terme et l'élimination des petits requins de récif, qui rivalisaient avec ces requins dangereux pour la nourriture et le territoire, ont fini par entraîner ces conséquences dramatiques. Hélas, lorsque les requins bulldogs prédateurs ont commencé à manquer de nourriture, ils n'ont plus qu'à aller la chercher près de la côte. Pour les requins bulldogs, les surfeurs de la Réunion ressemblent à des proies maladroites et affaiblies, et donc à un repas facile. De plus, alors qu'à l'île Maurice, les surfeurs ont tendance à se rassembler près des plages, à la Réunion, ils choisissent des endroits où les vagues se brisent sur des récifs coralliens. Et c'est exactement là que les requins vont chercher leur pitance. Donc, forcément, tu vois le tableau. La deuxième raison possible sont les eaux boueuses. Les requins bulldogs apprécient particulièrement ces conditions. Et bien qu'il n'y ait pas de milieu naturel de ce type à la Réunion, la raison pourrait en être la construction des zones urbaines. L'eau boueuse parvient dans les baies depuis les villes. Cette eau attire les requins et c'est là que les attaques ont lieu le plus souvent. Mais on peut alors se demander de nouveau, pourquoi pas l'île Maurice? L'urbanisation n'y est pas moindre après tout, et il y a de nombreux endroits à l'île Maurice où les eaux usées se déversent dans l'océan. On peut en conclure que ce n'est pas le seul facteur, il doit y en avoir d'autres. Par exemple, il se trouve un volcan actif, le Piton de la Fournaise, sur l'île de la Réunion. Grâce à ce majestueux volcan, une faune et une flore riches se sont développées sur l'île. Et ce pourrait être formidable si cela n'attirait pas tant l'attention des prédateurs. À cause du volcan, les rivages de la Réunion sont moins escarpés, ce qui permet de nager plus facilement près de la côte. Et les dépôts de sédiments qui sont emportés loin des pentes du volcan peuvent attirer les requins bulldogs. Comme nous l'avons établi, ces bestioles raffolent des eaux boueuses. Il existe d'autres théories. Ainsi, la Gabrielle suggère que les attaques pourraient être liées à une augmentation de la population des requins. Ou peut-être est-ce parce que ces créatures deviennent plus agressives pendant leur période d'accouplement. Certains avancent que tout cela pourrait être la faute de l'île Maurice, puisqu'elle a interdit la capture et la vente de requins pour leur chair. Mais Soria et d'autres experts sont d'un tout autre avis. Le commerce de cette viande n'est pas suffisant sur les 2 îles pour témoigner d'une différence significative. Quoi qu'il en soit, il est clair que toute cette situation est une source de tension à la Réunion. Une partie de la population soutient maintenant l'idée de capturer des requins à plus grande échelle. On a également érigé des clôtures sous-marines près de l'île et leur entretien coûte près d'1 million d'euros par an. Cela peut sembler assez extrême, mais aux grands mots, les grands remèdes. En dépit de toutes ces histoires terribles, généralement, les requins sont loin d'être aussi dangereux que nous le pensons. Ils n'attaquent presque jamais les plongeurs, sauf si quelqu'un les provoque. Les plongeurs expérimentés comparent d'ailleurs souvent les requins aux chiens errants. Il ne faut pas tant craindre ces animaux que les respecter. En tout état de cause, nous ne pouvons qu'espérer que la Réunion parviendra à résoudre ce problème et que les gens pourront un jour se baigner dans ces eaux paradisiaques. Au début du XXe siècle, quelque part au large des côtes d'Afrique de l'Ouest, un bateau à vapeur allemand quittait son port. Soudain, le temps s'est brutalement dégradé et le navire s'est enfoncé dans un épais brouillard. Le bâtiment s'est échoué contre un banc de sable proche du rivage. Heureusement, personne n'a été blessé et les marins ont même pu sauver leur précieuse cargaison. Mais le bateau était définitivement coincé. Et il n'était pas le seul. Presque toute la longueur de la côte ouest de Namibie est appelée la côte des squelettes. Et si son nom semble sinistre, c'est parce qu'elle l'est elle-même. Cette plage, longue de 1570 km, fait partie des endroits les plus dangereux de la planète. Les tribus bushmen locales entretiennent la croyance selon laquelle leur divinité tutélaire aurait créé cette terre lors d'un accès de furie. Les Portugais ont été les premiers Européens à poser le pied en Namibie au XVe siècle.
Et non, ils n'aimaient pas non plus la côte des squelettes. Les exportateurs portugais pensaient que cette terre abritait les portes du monde souterrain. C'est l'endroit où le désert du Namibe rencontre l'océan Atlantique. Il n'y fait peut-être pas bon naviguer, mais c'est un lieu magnifique, ainsi qu'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si quelqu'un devait assurer la promotion de la côte des squelettes, il démissionnerait dès le premier jour. La région n'est pas vraiment touristique, en raison de sa géographie et de son histoire. Sous le sable et sous les vagues, un courant océanique secret guette les marins qui ne se doutent de rien. Il s'agit du courant Benguela. Il coule vers le nord, le long de la côte sud-africaine. Cette partie de l'Atlantique est riche en vie marine, mais la terre désolée qui l'aborde n'a pas vraiment gagné au change. C'est ce climat aride qui a créé le désert du Namibe, l'une des régions les plus sèches de la planète. Et cette vie marine dont on vient de parler, ce sont des requins. 11 espèces d'entre eux pour être précis. Et oui, même le grand requin blanc y pointe le bout de son nez de temps à autre. Pour l'instant, nous avons un paysage désertique, de forts courants et des requins. Ce n'est certainement pas le lieu idéal pour une station balnéaire. Mais si quelqu'un se retrouve sur la côte des squelettes, saura-t-il qu'il court un grand danger ? Ne t'inquiète pas, il s'en rendra bien compte par lui-même. La plage est jonchée d'épaves de toute taille et de toutes origines. Si tu te souviens du navire allemand dont on a parlé au tout début, sa poupe massive et rouillée dépasse maintenant des sables du désert. Au total, quelques 500 épaves sont disséminées le long de la côte. Et c'est une foule hétéroclite, des galions portugais vieux de plusieurs siècles aux navires qui s'y sont échoués à notre époque. Un bateau de pêche moderne, baptisé le Zeila India, a trouvé le moyen d'échapper à son câble de remorquage en 2008 pour se retrouver échoué sur la côte des squelettes. Certes, il ne s'est pas vraiment échappé tout seul, et les éléments l'y ont un peu aidé. Mais il vaut mieux être une attraction touristique sur la plage que d'être démantelé pour sa ferraille. Et c'est d'ailleurs ce qui attendait initialement ce pauvre chalutier. Le résident le plus célèbre de la côte des squelettes est l'épave du Dunedin Star. Ce cargo britannique s'est échoué ici en 1942. La vaste opération de sauvetage qui a suivi révèle pourquoi il est si dangereux pour les marins de s'aventurer ici. Les secours ont réussi à sauver tous les membres de l'équipage ainsi que les passagers. Mais à quel prix ? Un avion et un remorqueur ont été perdus au cours de l'opération et il aura fallu 2 mois au dernier des sauveteurs pour rentrer chez eux au Cap, en Afrique du Sud. Pourquoi, te demandes-tu ? Un simple coup d'œil sur une carte de la région permet de le comprendre. C'est une immense étendue de jaune, autrement dit de sable. Il y a si peu de routes ici que la côte des squelettes est presque inaccessible par voie terrestre. Et il existe aussi quelques obstacles juridiques. Un permis spécial est exigé pour conduire dans la région. Mais les squelettes qui donnent son nom à la zone ne font pas seulement référence au bateau. Ils évoquent également des ossements d'animaux, dont la plupart appartenaient à des baleines et à des phoques. De nombreuses créatures se sont adaptées à la région, et c'est pourquoi les lions et les hyènes parcourent le littoral en quête de nourriture. Et oui, maintenant il y a aussi des lions affamés, comme si les requins ne suffisaient pas. Les éléphants, les guépards, les léopards et les girafes sont d'autres animaux qui élisent temporairement domicile sur la côte des squelettes. En 1971, les autorités namibiennes y ont créé un parc national. Mais à part des surfeurs adeptes d'adrénaline, ils ne reçoivent pas beaucoup de visiteurs. On peut comprendre pourquoi. Le désert du Namibe est le plus vieux désert du monde et il n'est pas non plus très touristique. Ceux qui se rendent dans la région doivent emporter de la crème solaire et une chaude veste d'hiver. Une étrange combinaison, n'est-ce pas ? Eh bien, pas tant que ça, quand on pense que pendant la journée, les températures grimpent en flèche jusqu'à plus de 45 degrés. Et la nuit, la température de l'air descend en dessous de zéro. De vraies montagnes russes climatiques. Et ce n'est pas là le dernier péril. Il y en a encore d'autres. Tu te souviens de ce navire allemand qui s'est perdu dans un épais brouillard ? Ce n'était pas un événement isolé. En raison du climat de la région, le brouillard apparaît très fréquemment. Voilà qui fera une belle jambe aux marins, mais ce brouillard est en fait bénéfique pour la faune. Il s'agit de la seule source d'eau du désert namibien. Les reptiles et les mammifères se sont adaptés à ce climat rude et ils utilisent le moins d'eau possible. Des sables changeants, un épais brouillard, des courants puissants, des lions et des requins. Ce n'est pas ce que tu mettrais en avant dans une brochure touristique. Mais la côte des squelettes n'est pas la seule plage sur Terre où tu ne voudrais vraiment pas passer tes vacances. On t'emmène maintenant à Cap Tribulation en Australie.
Cette zone s'étend sur quelques 125 km² au nord-ouest du continent, dans la région du Queensland. Et non, la région n'est pas aussi aride que la côte des Squelettes. Elle est englobée par la forêt tropicale de Daintree. On peut dire qu'ici, c'est la jungle et non le désert qui rencontre l'océan. La plage de Cap Tribulation semble tout droit sortir d'une carte postale, mais les apparences peuvent être parfois trompeuses. L'Australie? Des requins sans aucun doute. Eh bien non, ce sont les crocodiles qui s'occuperont de toi si tu décides d'aller faire un plongeon dans la mer. Ce sont des crocodiles marins que les habitants surnomment Salties. Un joli surnom pour un reptile aussi féroce. Et il n'y a pas que. La faune locale semble avoir plus d'une dent contre les visiteurs. D'octobre à juin, les eaux autour du Cap Tribulation regorgent de méduses boîtes. Leur venin affecte le système cardiovasculaire humain. Lorsqu'ils sont piqués par une méduse en mer, les nageurs n'ont pas le temps de rejoindre la terre ferme pour recevoir de l'aide. Le vinaigre aide toutefois à neutraliser la piqûre, mieux vaut donc en garder une bouteille à portée de main. Les crocodiles et les méduses ont l'air dangereux, mais il y a un autre animal auquel il faut faire attention. Il s'agit des sangliers sauvages. Cela peut sembler comique, mais tu ne riras pas lorsque tu seras poursuivi par l'un d'entre eux sur la plage. 21 millions de sangliers vivent en Australie. Ils sont surtout actifs la nuit, ce qui rend la situation encore plus dangereuse lorsqu'ils te chargent. La meilleure défense consiste à tourner en rond. Les sangliers ne savent pas très bien négocier les virages. C'est probablement pourquoi on n'en voit pas beaucoup faire carrière dans le sport automobile. Cap Tribulation recèle un dernier danger, et cette fois, ce n'est pas un animal. Ici, même les arbres se liguent contre les intrus. Le Gympie Gympie a beau avoir un nom rigolo, si tu essaies de cueillir l'une de ces magnifiques baies rouges, il se défendra. Ces piquants sont comme de minuscules éclats de verre et leur effet désagréable sur ta peau durera plus d'1 mois. Il y a aussi l'arbuste Wait a While. On se demande qui trouve tous ces noms à coucher dehors. Les longues lianes de ce palmier grimpant sont pourvues de pointes qui s'accrochent aisément et ne relâchent rien. Elles sont si robustes qu'elles peuvent faire tomber un homme d'un cheval. Et il n'aura d'autre choix que d'attendre que quelqu'un vienne le sauver de cette situation épineuse. Si tu étais sur le point de rayer cette plage australienne de ta liste de vacances, attends juste un instant. Le tourisme, ici, est en plein essor. Les autorités locales ont restreint l'accès à toutes les zones dangereuses et les visiteurs sont invités à se baigner dans ces trous d'eau paradisiaques entourés d'une végétation luxuriante. Il y a même des cordes pour se balancer. Voilà une plage sur laquelle on peut enfin se détendre. Ce soir, le plus grand et le plus féroce requin de l'histoire affrontera le Bloop, une mystérieuse créature des profondeurs de l'océan. Le combat se déroulera loin dans la mer, donc les gens n'ont rien à craindre. Mais si le mégalodon perd, la vie de toute l'humanité pourrait être en danger. Mais d'abord, apprenons à mieux connaître nos adversaires. Le mégalodon était un ancien prédateur marin, un requin géant craint par toute la vie sous-marine depuis des millions d'années. Le mégalodon n'avait aucun concurrent dans les océans. Il était au sommet de la chaîne alimentaire. Les habitants actuels de la mer ne se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont, car ce monstre s'est éteint il y a environ 3 millions d'années. Mais les gens ne peuvent pas savoir avec certitude s'il a vraiment disparu. 5% de l'océan a été exploré. Il est possible que quelque part dans les profondeurs, le mégalodon terrifie encore tous les poissons. Et aujourd'hui, ce requin colossal va se battre contre un digne adversaire, le Bloop. Techniquement, ce n'est que le nom du son. Celui que les océanographes ont enregistré en 1997. On pourrait imaginer que la créature qu'il a produit est un monstre marin, un kraken, une bête des profondeurs. Personne ne sait à quoi elle ressemble, mais on peut deviner sa taille. Ce Bloop à ultra basse fréquence a été si puissant qu'il a été enregistré par des capteurs spéciaux à 4800 km de distance. Si tu étais à New York, tu pourrais écouter le son depuis Los Angeles. Mais le son venait des profondeurs sous-marines, où l'audibilité est en fait bien moindre. Une créature capable de produire un son pareil pourrait être des dizaines de fois plus grosse qu'une baleine bleue, le plus grand animal vivant dans le monde. Il est intéressant de noter que la source du son est située près de l'endroit le plus isolé de la Terre, à savoir le point Nemo. Il est situé à plus de 1500 km des côtes des 3 îles les plus proches. Cet endroit est l'un des moins bien étudiés de notre planète. Le point Nemo est utilisé par de nombreuses entreprises comme décharge spatiale en raison de la grande distance qui le sépare de la terre ferme. Chaque année, des satellites tombent ici. Mais le pire, c'est que les coordonnées de l'ancienne ville fictive de Hurley se trouvent près du point Nemo. Cette ville a été décrite dans les livres de l'auteur H.P. Lovecraft
parmi les ruines de Herlier, se trouve le monstre Cthulhu. Oui, ça ne sonne pas du tout comme ce que c'est. Moi non plus après tout. Cthulhu, achète une voyelle, tu veux bien ? C'est comme si un chat marchait sur un clavier. Et voilà ton nom. C'est une créature entièrement fictive, mais beaucoup de gens pensent qu'elle pourrait être à l'origine du bloop. Les chances que le mégalodon gagne sont faibles, car Cthulhu est un demi-dieu. Il a des bras et des jambes, des ailes et une tête qui ressemble à une pieuvre ou une énorme palourde avec des dizaines de longs tentacules. Il est impossible de déterminer la taille de Cthulhu, mais si l'on en croit les archives de l'écrivain et des dessins, sa taille peut atteindre jusqu'à 90 mètres de hauteur. Le mégalodon est 5 fois plus petit, avec une longueur d'environ 20 mètres, soit un peu moins qu'un wagon de métro. Wow! Un bon déjeuner pour ce requin monstrueux. Le requin pèse environ 100 tonnes, comme 2 chars d'assaut. Le poids de Cthulhu est également inconnu, mais nous pouvons dire avec certitude qu'il peut facilement soulever 2 tanks avec ses mains. Mais Cthulhu peut changer sa taille et sa forme à volonté. Il peut s'agir de n'importe qui, de la taille d'un humain à celle d'un continent. De plus, Cthulhu peut déployer un nombre illimité de membres. Mais ne partons pas trop loin dans la fantaisie, sinon le mégalodon n'aura aucune chance de gagner. Disons que Cthulhu a une taille toujours constante. Ainsi, en termes de taille, le mégalodon perd contre son adversaire. Cthulhu est un ancien être sage qui a plus d'1 million d'années. Il possède un savoir secret et est capable de télépathie. Le mégalodon est avant tout un animal, qui suit tout simplement ses instincts. L'un des principaux avantages de tout match est l'intelligence. Donc Cthulhu gagne à nouveau contre le requin géant. Lovecraft a décrit Cthulhu en train de dormir depuis plusieurs millénaires, en attendant son réveil pour déclencher une apocalypse. Par conséquent, tous les peuples du monde ont intérêt à voir le mégalodon gagner. Pour soutenir le requin, les gens envoient des navires à son aide. C'est un peu injuste, mais même à présent, Cthulhu gagne. Le monstre peut contrôler les gens par télépathie. Il donne un ordre au cerveau de chaque marin et tous les navires s'éloignent du champ de bataille. Au fait, sais-tu ce que les monstres marins préfèrent pour le petit déjeuner ? Fish and chips, en anglais du poisson et des bateaux. Ah, une vieille blague mais bien bonne. Faisons un plongeon dans les profondeurs de l'océan et découvrons lesquelles de ces créatures effrayantes sont nos amis. Nous nageons dans les eaux tropicales de l'île de Nanuya Balavu, près des Fidji. Est-ce que tu vois ces énormes animaux de la taille d'une coccinelle Volkswagen ? Ce sont des raies manta. Elles possèdent une longue queue en forme de fouet et de grands corps plats en forme de losange. Il existe 2 espèces de raies manta, la raie manta de récif et la raie manta géante. Elles appartiennent à la même famille que les requins, mais elles n'ont que de petites dents dans leur mâchoire inférieure. Elles se nourrissent de zooplancton, de petits poissons et de crustacés. Les raies manta sont des animaux sociaux et elles aiment les gens. Si tu les laisses approcher, elles nageront autour de toi pour t'observer. Mais n'espère pas pouvoir les suivre, car elles nagent extrêmement vite. Leur nom se traduit par manteau ou couverture, et de toutes les créatures marines, ce sont elles qui ont le plus grand cerveau par rapport au poids de leur corps. Elles sont capables de se reconnaître dans un miroir. Ensuite, nous rencontrons le labre à tête de mouton. Il n'est pas très beau, mais c'est l'un des poissons les plus sympathiques que tu trouveras dans les eaux peu profondes du Japon, de la Chine et de la Corée. Il présente des protubérances sur sa mâchoire et sa tête. Il aime se cacher dans son anémone et il a généralement peur de sortir, même avec ses 100 cm de long. Il y a 30 ans, l'un de ces labres s'est lié d'amitié avec un plongeur japonais. Quand ce dernier le trouva, il était blessé et l'homme l'aida à se rétablir. Le plongeur était le gardien d'un sanctuaire shintoïste aquatique. Il appelait le poisson en faisant sonner une cloche sous-marine. Allons maintenant nager avec le plus grand poisson du monde, le requin-baleine. Bien qu'il s'agisse effectivement d'un requin, cette créature a beaucoup de points communs avec les baleines. Elle peut vivre pendant 100 ans, mais possède un cerveau minuscule. Les requins-baleines sont indifférents aux humains. Ce qu'ils ne peuvent pas manger, ils l'ignorent tout simplement. Et contrairement aux autres espèces de requins, ils ne te mordront pas. Les requins-baleines sont des filtreurs. Ils ont bien des dents, et même 3000, mais ils ne s'en servent pas. Leur bouche est immense, un peu comme la mienne, mais leur gorge a la taille d'une pièce de 50 centimes. Ensuite, nous avons le poisson-lune, un poisson dépourvu de queue qui semble avoir été coupé en 2. Il possède de grandes nageoires, et quand tu le verras percer la surface de l'eau, tu croiras qu'il s'agit d'un requin. Le poisson-lune plonge dans les profondeurs et laisse les autres poissons exfolier sa peau et éliminer ses parasites. Une fois cela fait, il retourne vers la surface pour prendre un bain de soleil. C'est aussi un mangeur vorace.
S'il te voit dans l'eau, il s'approchera probablement de toi et t'observera. En y passant la journée, tu pourrais bien réussir à le nourrir directement avec ta main. Mais voici l'animal qui a l'air de toujours sourire, le grand dauphin. C'est l'une des créatures marines les plus sociables et il voyage en groupe. Il aime jouer, chasser, élever ses delphinos et aider sa communauté. Le grand dauphin est un excellent nageur, avec des vitesses atteignant les 30 km/h. Il remonte généralement à la surface pour respirer par les vents situés sur sa tête. Ces animaux communiquent très bien entre eux et s'envoient même des messages. Ils utilisent l'écholocation pour s'orienter et trouver de la nourriture. Lorsqu'ils repèrent des humains, ils se montrent très chaleureux, à tel point qu'ils baissent leur garde, ce qui les rend vulnérables face à d'autres créatures marines comme les requins. En nous dirigeant maintenant vers la côte du Pacifique, nous rencontrerons quelques baleines grises. Leur peau est couverte de parasites et d'autres organismes qui font que leur rostre ressemble à un morceau de roche rugueuse. Avec elles, il faut d'abord montrer patte blanche. Les baleines grises attaqueront un grand bateau si elles sentent que leurs baleineaux sont en danger. Mais en général, elles sont plutôt sympas et laisseront les kayaks voguer tranquillement. Il peut arriver qu'elles s'approchent des petits bateaux et permettent aux humains de les toucher. Mais la loi te contraint à garder tes distances. Si elle veut faire ta connaissance, la baleine grise viendra à toi. Si elle se sent menacée, tu le comprendras bien assez vite. Laisse-moi te montrer un poisson qui porte un outil sur sa tête, le requin-marteau. Son crâne l'aide à chasser. Ses yeux sont placés sur les bords extérieurs du marteau et lui permettent une vue verticale à 360 degrés. Mais juste devant son nez, il ne voit rien. Sa tête est comme un détecteur de métaux. Ce qu'il recherche se cache généralement sous le sable. Il y plonge donc la tête et fait remonter tout ce qui se trouve au-dessous. Tu croiseras ces animaux dans les eaux tempérées et tropicales, aussi bien près des côtes qu'au large. Ils se déplacent généralement en groupe. Ils sont plutôt inoffensifs pour les baigneurs et les plongeurs, mais il est arrivé qu'ils se montrent agressifs. Avant d'attaquer, cependant, ils te donneront quelques signes avant-coureurs. Les plongeurs, en général, savent quoi faire dans ce cas. Voici maintenant une créature un peu plus petite, le lion de mer. Avec eux, c'est un peu compliqué. Ils sont joueurs, agressifs, arrogants, intelligents et surtout curieux. Les lions de mer ne peuvent pas respirer sous l'eau, mais ils peuvent plonger à près de 300 mètres de profondeur et retenir leur souffle pendant longtemps. Ils aspirent l'air par leur nez et une fois qu'ils sont sous l'eau, leurs narines se referment complètement. S'ils aperçoivent des humains sur la plage, ils se tiennent à l'écart et attendent qu'ils partent. Ces créatures à l'état sauvage ne sont pas les plus amicales qui soient, surtout si elles se sentent menacées. Les lions de mer dociles ne le sont que parce qu'ils ont été capturés et dressés. C'est au tour des belugas maintenant. Ils sont blancs, ont la tête volumineuse et sont parmi les animaux les plus sociaux et les plus bruyants que tu puisses rencontrer. La forme de leur bouche te donnera l'impression qu'ils sourient. À leur naissance, les belugas sont gris foncé. Il faut 8 ans pour que leur peau devienne blanche. Ils peuvent également changer la forme de leur tête en soufflant de l'air autour de leur sinus. Les belugas aiment les gens. Une fois qu'ils se sont fait des amis, ils ne veulent plus partir. Même si ce sont des animaux sauvages, ils sont parfois trop confiants envers les humains. Les biologistes conseillent de garder ces distances pour leur sécurité. As-tu déjà entendu parler des vaches de mer? Ce sont les lamantins. Tu en croiseras certains dans les rivières et d'autres dans les océans. En dépit de leur grande taille, ils séjournent généralement dans les zones côtières peu profondes, mangeant de l'herbe marine, des feuilles et des algues. Les lamantins remontent leur tête à la surface toutes les 4 minutes environ pour respirer, mais ils peuvent retenir leur souffle plus longtemps que cela. Ce sont des voyageurs lents, et même s'ils ne sont pas aussi intelligents que les dauphins, ils peuvent comprendre les couleurs. Ce sont de gentils géants, et ils aiment s'approcher des humains en quête de chaleur. Le poisson-pierre. Les poissons-pierres ne vont pas gagner de concours de beauté, à moins que le concours ne soit celui du meilleur aspect de rocher. Leurs petits yeux non réfléchissants et leur peau rugueuse se fondent parfaitement dans leur environnement. Une grosse tête, une bouche encore plus grosse et une maison pleine de... Ouais, ce sont des pierres. Et ce n'est pas parce que tu es sur la plage que tu es en sécurité. Le poisson-pierre peut survivre pendant 24 heures hors de l'eau. Marcher sur l'un d'eux ou même le manipuler ne serait pas franchement amusant. Les épines de leur nageoire dorsale contiennent un venin extrêmement puissant. Il est libéré lorsqu'on leur marche dessus et peut entraîner une paralysie ou même un arrêt cardiaque. Tu auras besoin d'aide et vite. Pas étonnant qu'il s'agisse de l'une des créatures les plus dangereuses dans l'eau ou ailleurs. Sois prudent lorsque tu te faufiles dans les zones rocheuses. Ils adorent jouer à cache-cache. Le poisson dragon des profondeurs.
S'il y avait un prix pour le poisson le plus affreux de l'océan, le poisson-dragon des profondeurs le remporterait. Avec sa peau gluante, sans écailles, ses énormes dents et son visage que seule une mère pourrait aimer, ce vilain garçon des mers n'a rien à craindre. Il aime nager entre 213 mètres et 1829 mètres sous la surface de l'océan, là où les eaux sont les plus sombres et les plus froides. Comme d'autres créatures de cette liste, le poisson-dragon des profondeurs se sert des parties bioluminescentes de son corps pour attraper ses proies. Il utilise aussi son appendice qui pend, doté d'une petite lumière rouge à son extrémité et qui sort de sa mâchoire inférieure. De nombreux poissons prennent cette petite lumière pour une proie, ce qui les attire directement dans les mâchoires du poisson-dragon. Très malin, cher poisson-dragon, très malin, en effet. Le poisson-ogre. La fosse des Mariannes est une fosse sous-marine d'une profondeur de 10 668 mètres, soit près de 11 km sous la surface de l'océan. Laisse-toi couler. Les scientifiques savent que la fosse des Mariannes existe, mais c'est l'un des endroits les moins explorés de la planète. C'est aussi la zone la plus profonde des océans sur Terre. Et bien que de nombreuses créatures n'aient probablement pas encore été vues par l'homme, les scientifiques ont eu l'effrayant plaisir de faire connaissance avec le poisson-ogre. Le poisson-ogre porte bien son nom, il suffit de regarder cette chose. Ce poisson est carnivore et se nourrit d'à peu près tout ce qu'il peut trouver et qui se retrouve dans sa bouche muni de dents pointues. Ces poissons comptent sur leur chimioréception par contact pour trouver leur proie. En d'autres termes, ils peuvent sentir les résidus chimiques provenant d'autres organismes vivants dans les eaux profondes. En effet, ils ne possèdent pas de cellules productrices de lumière sur leur corps, contrairement à de nombreux autres poissons des profondeurs. En plus, il fait plutôt sombre là-bas, alors tout ce qui croise leur chemin, ils le dévorent. Bien qu'ils aient l'air effrayants, ils ne constituent pas une menace pour les humains. Ils mesurent seulement 18 cm de long. Malgré tout, je ne voudrais pas tomber sur l'un d'eux pendant une agréable baignade dans l'océan. Le Dunkleosteus. Curieusement, ce poisson préhistorique surnommé le T-Rex des mers n'avait pas de dents. Celles-ci étaient remplacées par des plaques osseuses qui lui permettaient d'avoir la morsure la plus forte parmi les autres monstres de sa taille. Le requin lutin. Si tu pensais que les films sur les requins étaient effrayants, la prochaine créature des profondeurs te fera jurer de ne plus jamais faire de plongeon dans l'océan. Cependant, il vit à 914 mètres sous l'eau, et tu ne le verras probablement jamais face à face. Le requin gobelin ressemble à un croisement entre un requin et une créature issue de ton pire cauchemar. Ces requins sont dotés d'un museau proéminent en forme d'épée et d'une mâchoire qui s'avance pour s'adapter. Contrairement aux autres requins qui ont plutôt une teinte grise, cette chose effrayante n'est pas très jolie en rose. En dehors de leur comportement effrayant, que savent vraiment les scientifiques sur le requin lutin ? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est qu'il peut atteindre 5 mètres de long. On dirait qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur ces gars-là, si tu oses te lancer. Au fait, tu savais que les requins ne dorment pas ? De nombreuses espèces doivent faire circuler l'eau à travers leurs branchies pour obtenir de l'oxygène. Ils ne peuvent donc pas tomber dans un sommeil profond comme nous le faisons. C'est pourquoi ils restent à moitié éveillés pendant leur repos. En général, les requins ne ferment même pas les yeux. Le scalet féroce. Ce requin est une horreur vivante, avec des dents inférieures grandes et pointues, tandis que les supérieures sont beaucoup plus petites. Lorsque ses dents tombent, le requin les mange pour obtenir son niveau de calcium. Une solution plutôt intelligente pour un requin. Le requin lézard. Étudier le requin lézard, c'est comme regarder à travers un portail vers les temps préhistoriques. En effet, les scientifiques pensent que ces requins, qui ressemblent à des anguilles, n'ont pas beaucoup changé depuis que leurs ancêtres les plus anciens ont parcouru les eaux profondes, si bien qu'on les appelle parfois des fossiles vivants. La bouche de ces animaux est remplie de 25 terrifiantes rangées de dents pointues orientées vers l'arrière, 300 au total. Elles sont conçues pour saisir les proies et les tenir fermement afin qu'elles ne puissent pas s'échapper, selon les premières études sur le requin réalisées en 1884 et publiées dans le bulletin de l'Institut Essex. Heureusement pour les nageurs, ces bêtes vivent entre 119 mètres et 1280 mètres sous la surface de l'océan, de sorte qu'ils ne les rencontreront probablement jamais. Tout est dans le « probablement ». C'est probablement le pire cauchemar de tout dentiste. L'Astroscopus guttatus.
Regarde ce petit bout de chou. L'Astroscopus guttatus n'est certainement pas une créature que l'on souhaite voir au fond de l'océan. Cette horrible créature cache son corps sous le sable et laisse son visage au-dessus pour attendre sa proie. Au fond des océans, quelque part dans l'hémisphère sud, une ombre noire fantomatique se profile dans les profondeurs. Le mégalodon est à la recherche de son prochain repas. Si son apparence est celle d'un grand requin blanc, il fait 3 fois la taille du plus grand requin jamais recensé. Cette espèce à l'allure intimidante a évolué pendant des millions d'années pour devenir le prédateur ultime. Pendant cette période, ses traits évolutifs effrayants sont restés intacts et hors compétition. Avec ses sens aiguisés, il détecte ses proies dans un rayon de 5 km. Alors qu'il nage à basse altitude, la tortue de mer qu'il a pris en chasse ne se doute de rien et pagaie lentement juste au-dessus, en route pour un long voyage. Le mégalodon traque la tortue et s'assure de faire son approche au bon moment. Il amorce une ascension à 18 km/h avec l'intention d'immobiliser la tortue en la percutant. Alors qu'il s'approche, les sens aiguisés du mégalodon remarquent que quelque chose d'autre rôde à proximité. Il interrompt sa poursuite et se tourne vers cette autre présence, beaucoup plus large. Le mégalodon est peut-être le plus grand prédateur aquatique ayant vécu sur notre planète, redouté à juste titre par toutes les créatures marines, du moins jusqu'à aujourd'hui. Il y a en effet un nouveau venu dans les parages, d'une réputation similaire, rivalisant en férocité avec le mégalodon. Cette créature mystérieuse a l'intention de disputer la domination de ce terrain de chasse. Le challenger est le Léviathan. Alors que la tortue de mer en profite pour s'éloigner aussi vite qu'elle peut, ces 2 grands prédateurs se jaugent à distance et se préparent à déterminer qui sera le roi suprême de la mer. Le mégalodon a dominé l'océan il y a de ça entre 3 et 23 millions d'années et s'est répandu aux 4 coins du globe. Dans les mers qui entourent l'Europe, l'Afrique, les Amériques et l'Australie. Il se concentre principalement sur les zones au large des côtes où ses proies sont nombreuses. Il chasse les tortues de mer, les baleines, les phoques, les dauphins et d'autres requins. Et son rayon d'action est long, car il voyage entre les eaux côtières et océaniques à différentes étapes de son cycle de vie. Compte tenu du fait que le territoire qu'il couvre s'accroît avec chaque année de vie et du large éventail de proies dont il dispose, la taille du mégalodon peut atteindre jusqu'à 20 mètres de long. Armé de dents épaisses et robustes conçues pour saisir sa proie et mordre à travers les eaux, il possède une puissance de morsure de 20 000 kilos, soit près de 4 fois celle d'un T-Rex. Sa tactique consiste à tendre une embuscade à ses proies par le dessous et à les soumettre en les percutant à toute vitesse. Pour les plus grosses proies, il cherche à les mettre hors d'état de nuire en leur abîmant les nageoires à coups de dents jusqu'à les immobiliser et les prendre à la gorge. Sa mâchoire est constituée de près de 276 redoutables dents pointues et tranchantes, longues de 17 cm. Son concurrent, le Léviathan, est armé de 22 dents immenses de tailles diverses, certaines pouvant atteindre 30 cm de long. Toutes sont capables de transpercer leur cible. Si on laisse de côté les défenses, comme celles des éléphants, ces dents sont parmi les plus grandes jamais recensées sur un animal connu. Bien qu'il n'atteigne pas une taille comparable à celle du mégalodon, sa longueur est tout aussi impressionnante, puisqu'il peut mesurer jusqu'à 18 mètres de long. Il vit principalement dans l'hémisphère sud et n'existe que depuis peu de temps par rapport au mégalodon, soit entre 9 et 10 millions d'années. Bien qu'ils aient tous les deux des proies similaires, le Léviathan a une méthode de chasse et une stratégie différente. Il poursuit sa proie, la fatigue jusqu'à l'épuisement, puis l'achève en la frappant avec sa tête et en la mordant. Il possède également un trait adaptatif important dans son arsenal, son cerveau beaucoup plus grand. En tant que mammifère à sang chaud, il possède une intelligence supérieure qui lui permet de réfléchir plus rapidement et de changer de tactique aux moments cruciaux. Le mégalodon agit par pur instinct, et cela a toujours fonctionné au cours des derniers millions d'années. Mais que vaut cette stratégie dans ce cas? Alors que des millions d'années séparent les époques qui les ont vues exister, ces 2 mastodontes ont vécu ensemble une courte période de l'histoire. Mais lorsqu'ils ont dû partager leur territoire, ils ont certainement engagé des combats parmi les plus spectaculaires ayant eu lieu dans nos mers. Le territoire de ce mégalodon n'a jamais été concurrencé, jusqu'à maintenant.
Alors que le Léviathan s'approche, il observe le mégalodon bien plus grand que lui et hésite à s'élancer en premier, troublé par la situation. En effet, tous ceux qu'il a rencontrés auparavant ont immédiatement tenté de s'échapper, entraînant une course-poursuite. Mais le mégalodon ne s'enfuit jamais. Son instinct lui permet d'être sûr de lui. Il fait donc le premier pas. Il fonce à toute vitesse à travers l'eau dans le but de percuter le Léviathan. Le Léviathan n'a d'autre choix que de faire de même. Se retourner pour fuir le laisserait sans protection. Les deux géants fendent l'eau et se retrouvent nez à nez. Le mégalodon est étonné que son adversaire ne tourne pas la queue pour s'enfuir. Mais il continue, car il n'a aucune raison de douter de la réussite de cette tactique, maintes fois éprouvée, jamais vaincue. Alors que le mégalodon s'approche, il tourne soudainement pour nager vers le bas. Il est plus rapide et plus agile que son adversaire. Il manœuvre en dessous et gagne de la distance. Le Léviathan se déplace beaucoup plus lentement et n'arrive pas à se retourner à temps, tandis que le mégalodon remonte et fonce sur la partie molle et sensible de son ventre pour tenter de le forcer à se soumettre. L'effet escompté n'est pas aussi efficace que prévu en raison de sa taille. Le Léviathan continue de tourner, mais il est bien trop lent. Il tente de mordre dans l'espoir désespéré de saisir son agresseur avec ses puissantes mâchoires. Le mégalodon s'éloigne facilement de cet immense piège à dents et riposte rapidement en visant la queue et les nageoires, arrachant des petits fragments de chair à chaque morsure, puis se retire tout aussi vite, effectuant cette même routine encore et encore pour essayer de neutraliser les défenses du Léviathan. Cette tactique fonctionne, mais elle est épuisante pour le mégalodon, qui commence à manquer d'énergie. Il continue néanmoins à pousser pour tenter de finir le boulot, consumant toute l'énergie dont il dispose, espérant que la lutte ne durera pas trop longtemps. Tu t'assieds sur le lit, tu poses tes pieds sur le sol et tu sens immédiatement l'eau froide. Tu sors rapidement de la cabine et tu te retrouves dans un long couloir. Il y a de l'eau jusqu'aux genoux. Les gens mettent des gilets de sauvetage et courent vers les escaliers. Tu cours après eux et tu te retrouves en plein milieu du chaos. Il y a de l'eau partout. Une femme glisse dans les escaliers et tombe. Tu l'aides à se relever. Tu es poussé par des gens de tous côtés. Tout le monde essaie de monter les escaliers. Il y a encore plus d'eau derrière toi. La cabine que tu viens de quitter est complètement inondée. Encore quelques secondes et le niveau de l'eau va monter au-dessus de ta tête. Heureusement, tout le monde parvient à sortir. Le pont supérieur se brise. L'énorme navire est incliné sur le côté. Le bruit du bois qui se brise, le grincement du fer et les cris des gens se mêlent à la musique des violons des musiciens. Tu te diriges vers les canaux de sauvetage et tu as l'impression de gravir une montagne. Il n'y a pas de canot de sauvetage disponible, mais tu trouves un gilet de sauvetage. Toute la proue du navire s'est enfoncée sous l'eau. Tu te trouves au bord de la poupe et tu décides de sauter. Tu attends que le navire s'enfonce plus profondément dans l'eau afin que la distance entre toi et la surface de l'océan soit réduite. Tu sautes enfin et tu te retrouves dans l'eau glacée. Il fait moins 2 degrés Celsius. Pas assez pour geler l'océan, mais suffisant pour transformer une flaque d'eau sur la route en glace. Tu as du mal à respirer à cause du froid. Tu regardes l'un des navires les plus majestueux et réputés insubmersibles de l'histoire couler. 1h30 plus tard, un autre paquebot arrivera et sauvera tous les survivants. Mais avant ça, tu dois gérer cette situation d'une manière ou d'une autre. 90 minutes pour survivre la nuit dans les eaux glacées de l'océan Atlantique, parmi le chaos, les cris et le désespoir. Une seule chose pourrait être encore pire, les requins. Tout le monde connaît l'histoire du Titanic. Et si les survivants avaient remarqué des ailerons de requins parmi les débris? Théoriquement, cela aurait pu arriver. Premier scénario. Le bruit du crash et les vibrations dans l'eau pourraient attirer les grands requins blancs. Ils nagent dans les eaux froides de l'océan Atlantique où s'est produite la catastrophe. Ils font partie des prédateurs les plus dangereux de la planète. Ils sont grands, rapides, forts et leurs 300 dents acérées, tranchantes comme des lames de rasoir, sont alignées sur plusieurs rangées. Et maintenant, tu aperçois quelques nageoires triangulaires qui sortent de l'eau. Elles tournent rapidement autour de toi et des autres personnes. Tu attrapes un morceau de bois flottant laissé par le bateau pour y grimper. Le froid freine tes mouvements et tes mains glissent. Ces bruits attirent les requins. L'un des prédateurs se dirige maintenant droit sur toi. La peur met ton cerveau en veilleuse et tes instincts se mettent en marche. Tu fais de ton mieux pour nager loin du requin aussi vite que possible. Bien sûr, il est inutile de fuir un requin rapide dans l'eau, mais tu essaies quand même. 2 secondes passent et tu sens ton talon frapper le nez du requin. L'autre pied entre dans sa gueule. Tu cries, tu sens les dents pointues sur ta jambe, tu fermes les yeux mais rien ne se passe. Après une seconde, le requin te laisse partir. Les grands blancs attaquent rarement les humains. S'ils mordent, c'est juste parce qu'ils veulent te tester. En réalité, la nourriture préférée du requin est le phoque.
Après une légère morsure de test, le requin comprend que tu n'es pas un phoque, il se désintéresse simplement de toi. Mais si le requin a faim, il se fiche de quel genre d'animal tu es. Les survivants qui sont en sécurité dans le bateau n'ont aucune raison d'avoir peur. Le grand blanc ne les attaquera pas. Le prédateur peut tamponner un peu le bateau, mais seulement pour le tester lui aussi. S'il y a un frigo avec des steaks à bord et que quelqu'un décide de les donner au requin, alors les problèmes commenceront. Plusieurs prédateurs vont pousser le bateau jusqu'à ce que les steaks tombent dans l'eau. Le requin nage loin de toi. Puis, l'un des canots de sauvetage te récupère. Tu es en sécurité. Bientôt, un autre paquebot arrivera et tu seras dans un endroit chaud et douillet. Deuxième scénario. Si l'eau était plus chaude, les survivants du Titanic pourraient rencontrer des requins bulldogs. Tu sautes dans l'eau depuis le navire qui sombre. L'eau n'est pas si froide, tu peux facilement nager jusqu'à la porte flottante la plus proche. Mais tu remarques un grand aileron triangulaire avec une pointe sombre sur le dessus. Contrairement aux grands blancs, ces requins ne sont pas rapides. Ils semblent paresseux et lents, comme s'ils n'étaient pas intéressés par toi. Mais tu dois quand même escalader la porte aussi vite que possible. Les requins bulldogs sont parmi les plus agressifs au monde. Ils créent délibérément une illusion de lenteur pour que leur proie se détende. Au bon moment, ils deviennent agiles et rapides. On les appelle ainsi à cause de leur visage court et aplati comme celui des chiens. Et leurs corps sont puissants. Ces prédateurs aiment frapper leur proie ou d'autres requins avec leur tête. Dès que tu franchis la porte, le requin bulldog se jette dessus et tu tombes dans l'eau. Heureusement, il y a un bateau de sauvetage à proximité. Les gens te font monter à bord. Plusieurs requins frappent le bateau de tous les côtés. C'est effrayant, mais grâce à vos efforts combinés, vous gardez le bateau à flot. Bientôt, un autre paquebot arrive et fait fuir les prédateurs grâce à son signal sonore et au bruit rugissant de son moteur. Ce scénario désagréable est heureusement impossible. Les requins bulldogs ne nagent que dans les eaux chaudes de l'océan. Mais très souvent, on les trouve près des sources d'eau douce, les estuaires des rivières et les eaux peu profondes. C'est pourquoi les gens les voient si souvent près des plages. Renseigne-toi toujours sur l'endroit où tu vas te baigner avant de plonger dans l'eau. Le troisième scénario, le plus probable. Tu sautes dans l'eau, elle est encore glaciale et tu as du mal à bouger à cause du froid. Ton gilet de sauvetage te maintient parfaitement à la surface. Les lumières du Titanic en train de couler éclairent l'eau un petit peu. Et dans la profondeur noire infinie, tu remarques quelque chose qui ressemble à un gros bloc de pierre. Un poisson ancien, le requin le plus majestueux du monde, nage près de toi. C'est un requin du Groenland. Ils nagent même dans les eaux arctiques. Donc, ils ne craignent pas les températures froides de l'Atlantique Nord. Cet énorme prédateur est plus gros qu'une voiture. Chaque année, sa longueur augmente d'1 centimètre. Tu as de la chance de le voir car c'est l'un des requins les plus rares au monde. Heureusement, il est de nature docile et ne t'attaquera pas. La cuisine entière du Titanic flotte peut-être dans l'eau et attire ces requins. Ils sont lents, paisibles et vieux. L'âge du requin du Groenland peut atteindre 400 ans. Ce requin est considéré comme adulte 150 ans après sa naissance. Celui que tu regardes actuellement, en 1912, a peut-être connu l'âge d'or des pirates, avec sabres, perroquets et cache-œil. Et il est fort possible que le même requin qui a assisté au désastre du Titanic soit encore vivant en 2021 et erre lentement dans les eaux froides de l'océan Atlantique. Dans tous les scénarios, tu as réussi à t'échapper. Mais si un requin t'attaque dans l'eau et qu'il n'y a pas de bateau à proximité, tu as quand même une chance de survivre. L'essentiel est de ne pas paniquer. Ne fais pas d'éclaboussures ou de mouvements brusques pour ne pas exciter le requin. Tu portes un gilet de sauvetage, tu n'as donc pas besoin de bouger pour rester à flot. Ne t'éloigne pas du requin, sinon il pensera que tu es sa proie. Le requin va nager autour de toi, alors ne le perds pas de vue. Tu peux nager lentement jusqu'à un bateau ou des planches de bois, n'importe quoi que tu puisses escalader. Si tu es près de la côte, nage lentement dans sa direction jusqu'à ce que tu atteignes des eaux peu profondes. Après cela, il faut s'enfuir rapidement. Mais attention, le requin peut même t'attraper à cet endroit. Alors, garde les yeux sur lui à tout moment. Si le requin t'attaque quand même, tu devras lutter pour ta vie. Les points faibles du requin sont ses yeux et ses branchies. Vise-les avec tes poings et tes pieds. Certains requins ont la capacité étrange de cracher leur estomac puis de le remettre en place. Ce serait bien pratique. La plupart des requins mangent d'énormes quantités de nourriture. Mais le problème est qu'ils ne peuvent pas digérer tout ce qu'ils ont englouti. Ils ont besoin d'un moyen de se débarrasser de résidus comme les carapaces et les becs de tortues de mer, les plumes et les os d'oiseaux, les pinces de homard et autres. Alors ces créatures étonnantes vomissent volontairement leur estomac entier avec tout son contenu. Une fois qu'ils ont terminé, ils réintroduisent leur principal organe digestif dans leur corps. Et l'ensemble du processus ne prend généralement pas plus d'1 seconde. Certaines espèces de requins, comme les grands blancs ou les makos, ont un système spécial pour réchauffer leurs yeux et leur cerveau grâce à leur rétine.
Cela les aide non seulement à mieux détecter les mouvements, mais aussi à améliorer la résolution de leur vision. Quant à ce qui caractérise le requin mako, c'est que cette espèce se déplace souvent verticalement à travers différentes températures. Contrairement à la plupart des gens qui n'ont qu'une seule mâchoire mobile, les requins peuvent bouger librement leur mâchoire inférieure et supérieure. Cela leur permet d'avoir une meilleure prise sur leur repas et de le mâcher plus rapidement et plus complètement. Voilà qui est rassurant. Les requins donnent naissance à un grand nombre de petits à la fois. Cela dépend de l'espèce, bien sûr. Mais le requin bleu, par exemple, est célèbre pour mettre au monde plus de 130 petits à la fois. Les grands requins blancs ont une morsure plus puissante que la plupart des félins de la jungle et de la savane. Un prédateur aquatique de 6 mètres de long peut produire une force de plus de 276 kg par cm², soit une morsure 4 fois plus puissante que celle d'un lion ou d'un tigre. Les humains, avec leur misérable morsure de 10 à 14 kg par cm², ne sont pas du tout dans la course. Les requins houles se défendent en avalant d'énormes quantités d'eau. Le corps du requin devient alors 2 fois plus grand que sa taille normale. Et cela fait fuir les prédateurs potentiels. Les requins peuvent faire pousser plus de 50 000 dents au cours de leur vie. Mais toutes leurs dents ne sont pas les mêmes. Les plus fortes et les plus massives sont à l'avant. Et celles plus proches de l'arrière sont plus petites et moins puissantes. Mais si les dents de devant sont endommagées, ces dents plus faibles peuvent les remplacer. Cela est possible parce que les dents des requins ne sont pas aussi profondément enracinées que celles des humains et elles peuvent bouger. La peau des requins a le même toucher que du papier de verre. Elle est faite de petites écailles ressemblant à des dents qui pointent vers la queue de l'animal. Cela permet de réduire la friction qui se produit lorsque les requins se déplacent dans l'eau. Les requins-baleines ont une peau extrêmement épaisse. À certains endroits de leur corps, elle peut atteindre 15 cm d'épaisseur. C'est l'une des peaux les plus résistantes du monde animal. Les scientifiques doivent faire beaucoup d'efforts s'ils veulent prélever un échantillon de sang de cette créature. Les requins ont un incroyable sens de l'odorat, mais en plus de cela, ils utilisent un autre sens pour détecter les autres animaux. Ils ont des pores spéciaux autour de leur tête, près des narines et sous le museau. Ce sont des organes particuliers, un peu comme une seconde vue. Chaque créature génère un minuscule champ électrique. Grâce à ces espèces de pores, les requins peuvent détecter ces champs électriques et savoir où se trouvent les autres animaux. Les requins ont des oreilles incroyablement fines. Ils peuvent entendre leur repas potentiel à 900 mètres de distance. Ils peuvent aussi capter des sons à basse fréquence, comme ceux produits par la contraction des tissus musculaires d'un poisson. Les requins existent depuis plus de 400 millions d'années. Cela signifie qu'ils ont vécu 4 extinctions massives sur 5. Cela les rend bien plus vieux que le mont Everest, les humains, les dinosaures et même les arbres. Ces créatures remontent à l'époque où les récifs coralliens commençaient tout juste à se former. Certaines espèces de requins peuvent sauter hors de l'eau, comme le grand requin blanc ou le requin pèlerin. Ils sont connus pour pouvoir bondir à plus de 2,50 m dans les airs. Grâce à cette manœuvre, ils peuvent attraper des animaux tels que des phoques ou des oiseaux de mer. Mais à moins que tu ne sois en Afrique du Sud, il est peu probable que tu vois un requin sauter hors de l'eau. Le squelette des requins est composé de muscles et de cartilages qui sont plus légers et 2 fois moins denses que les os. Cela rend les requins plus flexibles et leur permet de faire des virages serrés lorsqu'ils poursuivent d'autres animaux. Ce n'est pas pour rien que les requins marteaux ont une tête si bizarrement formée. Grâce à elle, ces créatures ont une incroyable vision à 360 degrés. Leurs yeux sont légèrement inclinés vers l'avant, ce qui leur permet d'avoir un champ de vision qui se chevauche. Les terrifiantes mâchoires du requin gobelin sont attachées à des ligaments élastiques. Elles peuvent se déplier à partir du museau de l'animal jusqu'à 8 cm. Cela permet à l'animal de catapulter sa bouche en avant pour attraper d'autres créatures marines. Les requins ne dorment pas comme toi. Certaines espèces ne doivent jamais s'arrêter de nager. Sinon, l'eau cessera de couler dans leurs branchies et ils ne pourront plus respirer. D'autres se reposent, mais n'entrent pas dans un état d'inconscience. Ils entrent simplement dans des périodes de repos spéciales. Ces créatures n'ont pas de paupières, c'est pourquoi leurs yeux restent toujours ouverts et leurs pupilles surveillent leur environnement. Elles gardent aussi leur bouche ouverte pour que l'eau puisse passer dans leurs branchies. Les requins peuvent parcourir des distances remarquablement longues sans avoir besoin de repos. Tout cela grâce à leurs habitudes de sommeil bizarres. Par exemple, les grands blancs peuvent nager sur des distances de plus de 3200 km sans s'arrêter pour manger ou se reposer. Comment se fait-il que ces créatures ne meurent pas de faim? Elles puisent dans la graisse stockée dans leur foie. À propos, cet organe peut représenter jusqu'à 1/3 du poids corporel de l'animal. Contrairement à la croyance populaire, les requins ne nagent pas en marche arrière et ne peuvent pas aller à reculons.
Leur queue les propulse vers l'avant et leur nageoire pectorale les aide à garder leur équilibre et à tourner. Cela signifie que ces animaux ne peuvent se déplacer que vers l'avant. Les requins n'ont pas de cordes vocales, ils ne peuvent pas produire de son pour communiquer entre eux ou exprimer leurs émotions. C'est pourquoi ils doivent utiliser des mouvements corporels, comme tordre leur corps ou se retourner. Les requins vivent dans tous les océans du monde, mais plusieurs espèces peuplent aussi des rivières et des lacs d'eau douce. Par exemple, des requins taureaux ont été trouvés dans des rivières tropicales. Ils sont aussi connus pour être capables de nager entre l'eau douce et l'eau salée. Le plus petit requin qui existe est le requin lanterne nain. Cette créature unique ne dépasse pas les 20 cm de long. Mais elle compense sa taille minuscule de bien d'autres façons. Par exemple, certains de ses organes émettent de la lumière. Et comme la créature vit dans les eaux peu profondes, cela l'aide à se camoufler dans les rayons du soleil. Les requins bleus mangent beaucoup, souvent plus que ce dont ils ont besoin. Une partie de cette nourriture peut rester non digérée pendant des semaines jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire pour leur apporter de l'énergie. Les requins ont quelque chose qui ressemble à une langue, mais cet organe s'appelle le basihyal. C'est la partie avant du cartilage qui va de la poitrine du requin à sa bouche. Il ne bouge pas et est à peu près inutile. Cette soi-disant langue ne participe pas au processus d'alimentation. Elle n'est pas recouverte de papilles gustatives. Sa seule véritable utilité pourrait être qu'elle soutient certains des os qui relient les branchies du requin. Il existe des centaines d'espèces de requins dans le monde, environ 500. Certaines d'entre elles sont plutôt bizarres. Il suffit de regarder le requin gobelin, le requin pèlerin ou le scalet féroce. Tous ces requins varient en taille, de quelques centimètres à des dizaines de mètres de long. Ils vivent aussi dans des environnements très différents. Les requins tigres mangent tout ce qui leur tombe sous la mâchoire. Parmi les choses les plus étranges qu'ils ont mangées, on a trouvé des caméscopes, des sacs de billets, des plaques d'immatriculation de presque tous les États américains, des laisses de chiens et bien d'autres choses encore. Chaque requin-baleine a un motif unique sur sa peau. Ces taches et rayures peuvent être utilisées pour identifier chaque spécimen, tout comme les empreintes digitales sont utilisées pour identifier les personnes. Le requin griset peut plonger à une profondeur équivalente à 5 Empire State Building. Lorsqu'ils naissent ou éclosent, les bébés requins sont déjà entièrement nourris. Et s'ils choisissent de nager loin de leur maman, ils n'ont pas besoin de chercher de la nourriture pendant au moins plusieurs semaines. Bienvenue à un autre combat du siècle. Le premier participant entre sur le ring. C'est le mégalodon. Ce requin a vécu il y a 23 à 3 millions d'années. Et à l'heure actuelle, il détient le titre du plus grand chasseur de tous les temps. Le deuxième combattant est sur le ring, et c'est le Dinkleosteus. Il vivait il y a environ 350 à 380 millions d'années et était le plus grand poisson de son époque. Ces créatures nageaient partout dans le monde et semaient la terreur avec leurs têtes blindées et leurs puissantes mâchoires. Le mégalodon est considéré comme l'un des meilleurs chasseurs de tous les temps. Les scientifiques ont réussi à comprendre les tactiques de chasse de ce requin antique. Ils ont notamment appris que ces animaux étaient capables de distinguer les points vulnérables de leurs adversaires. Ils s'attaquaient directement aux organes vitaux, mettant ainsi rapidement leurs ennemis hors d'état de nuire. Ils ciblaient aussi les nageoires chez certaines grandes créatures marines afin de les immobiliser. Même les plus gros de leurs adversaires finissaient sans défense et sans protection. Une autre tactique utilisée par le meg était l'approche du bélier. L'énorme requin fonçait s'écraser contre une baleine, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. En d'autres termes, l'intelligence et la stratégie étaient les aptitudes les plus importantes du mégalodon. À cette époque, il était le plus grand requin du monde. Mais dans les océans, il y avait des créatures bien plus grandes que lui, justement comme certaines espèces de baleines, qu'il n'avait d'ailleurs pas toujours le courage de charger. Quant au Dinkleosteus, son véritable atout était sa puissante mâchoire. Le plus souvent, ce poisson nageait vers un animal plus petit, puis en une fraction de seconde, il ouvrait son énorme gueule. Et le futur repas était aspiré à l'intérieur avec de l'eau. Adieu Charlie! Alors que cette créature grandissait, la forme de sa mâchoire s'est mise à changer. Les temps suivant sa naissance, elle ne pouvait se nourrir que de gros poissons mous. Avec l'âge, elle devenait capable de mâcher des aliments plus durs. Et plus tard, au cours de son existence, le Dinkleosteus a commencé à croquer des créatures marines aux coquilles dures, voire n'importe quel animal marin qui existait à cette époque. Entends-tu le son du gong? Cela signifie qu'il est temps pour nos monstres marins de se rencontrer en face à face. Ils se croisent dans les vastes eaux de l'océan. Le mégalodon est le premier à apercevoir son adversaire. Le requin veut utiliser son approche bélier contre la puissante armure du Dinkleosteus. Il commence donc à accélérer, mais le Dinkleosteus esquive et évite la collision.
Alors que le requin se retourne, le Dunkleosteus a l'occasion de l'attraper par la queue. En une fraction de seconde, ses puissantes mâchoires se referment sur l'aileron du requin. Aïe! Mais les plaques osseuses du poisson sont trop courtes pour mordre à travers la peau épaisse du mégalodon. Ce dernier commence à se tordre et à remuer sa puissante queue pour repousser le Dunkleosteus. Cela ressemble à un rodéo. Le Dunkleosteus reçoit une puissante gifle et reste étourdi pendant un moment. Le mégalodon en profite pour se retourner. Quelques secondes plus tard, l'énorme requin ouvre son énorme mâchoire et termine le combat en une seule morsure. Oh! Donc aujourd'hui, le mégalodon prouve une fois de plus qu'il est digne de son titre de meilleur chasseur du monde marin. L'ancien requin continue ses pérégrinations à la recherche d'un adversaire plus fort. Reste avec nous. Mesdames et messieurs, bienvenue au combat du siècle. Dans le coin gauche se trouve le dinosaure le plus célèbre de tous les temps, le Tyrannosaurus Rex. Appelons-la Tyriana. Elle existait il y a environ 70 millions d'années et était une véritable reine sur le territoire nord-américain moderne. Dans le coin droit se trouve le cauchemar des mers, le mégalodon. Celui-ci s'appelle Mégane. Cette espèce s'est éteinte il y a environ 3 millions d'années, mais les légendes à son sujet sont toujours bien vivantes. C'est le plus grand requin qui ait jamais existé et un super prédateur en son temps. Même si notre T-Rex n'est pas le plus grand de son espèce, Tyriana reste l'un des plus dangereux. Mais regardons la taille de son adversaire. Le gabarit du mégalodon est toujours un sujet de controverse. En effet, les seuls vestiges de cet ancien requin sont surtout des dents et des vertèbres. Les scientifiques ne peuvent donc que faire des hypothèses sur sa taille réelle. Pourtant, même selon les calculs les plus modestes, il reste plus grand que le T-Rex. Donc, dans la catégorie taille, le mégalodon ne laisse aucune chance au T-Rex. Le premier point revient au requin géant. Mais qu'en est-il de l'agilité ? Tyriana semble être grande et maladroite. Cependant, le T-Rex avait un excellent équilibre grâce à son énorme queue et pouvait tourner et changer de direction très rapidement. Et regarde ses jambes, il est clair qu'elles ne désertent jamais la gym. Le mégalodon était certainement le meilleur prédateur du monde aquatique, non seulement en raison de sa taille et de sa masse, mais aussi de son intelligence. Les scientifiques ont trouvé des traces de dents de mégalodon sur les restes de baleines. Ils en ont conclu que Mégane visait les points faibles de ses proies et savait où se trouvaient les organes vitaux. D'autres restes de victimes du mégalodon présentaient de nombreuses fractures osseuses. Cela suggère qu'elle n'hésitait pas à utiliser son poids comme bélier. Un bélier de 50 tonnes pouvant facilement briser des murs en béton. Donc, ce requin avait deux techniques principales, le bélier et la morsure suprême. Mais l'arsenal du T-Rex était beaucoup plus large. Comme le mégalodon, il avait la morsure la plus puissante de son espèce et utilisait aussi la stratégie du bélier. Bien que son poids ne soit pas aussi important que celui du mégalodon, le T-Rex pouvait atteindre une vitesse bien plus élevée. Et son impact était bien plus important que celui d'un requin. Et avec ça, elle pouvait frapper avec sa queue, ses jambes avaient une force extraordinaire et pouvaient lui permettre de maintenir sa victime. Sans aucun doute, l'arsenal du T-Rex est beaucoup plus varié. Ce point va donc aux dinosaures. Le prix du public. Le T-Rex est sans doute le dinosaure le plus célèbre de tous les temps. Il est apparu dans des films, des séries télévisées, des dessins animés, des jeux vidéo, mais pire cauchemar, des timbres-poste et des mèmes. Et son squelette au Musée américain d'histoire naturelle est le plus connu au monde. Mais il existe aussi de nombreux mythes à son sujet. Par exemple, l'idée qu'il pouvait seulement voir les objets en mouvement. Dans un film célèbre, les héros ont échappé à un T-Rex en restant simplement figés sur place. Eh bien, tout d'abord, un dinosaure pouvait facilement les sentir. Deuxièmement, le T-Rex avait une excellente vision. Elle était en fait 13 fois plus claire que celle des humains. Le mégalodon, quant à lui, a la réputation d'être un vrai démon. Une scène dans laquelle le mégalodon détruit un bateau de pêche est toujours aussi culte et effraie les téléspectateurs du monde entier. Mais comme il en reste très peu de vestiges, il est difficile de savoir à quoi il ressemblait vraiment. Donc l'Instagram de T-Rex serait beaucoup plus populaire. T-Rex prend ce point. Le gong retentit et cela signifie qu'il est temps de commencer le combat. Ces deux prédateurs se rencontrent sur la côte de l'Amérique du Nord. Les mégalodons vivaient surtout en eau profonde, mais ils chassaient parfois près des plages. Le T-Rex était également présent dans cette région, et maintenant, ces deux prédateurs se retrouvent face à face. En eau peu profonde, le mégalodon devient plus lent, et T-Rex esquive facilement sa morsure. Mais il lui est difficile d'attaquer le requin, car la taille du corps de Tyriana ne lui permet pas de plonger sous l'eau.
T-Rex décide de se retirer dans des eaux encore moins profondes. Megan, le mégalodon, se laisse tomber en essayant de mordre le dinosaure et la bouscule de tout son poids de 50 tonnes. Le T-Rex perd l'équilibre et tombe. Maintenant, rien ne peut l'aider. Oh oh! Le mégalodon prouve donc une fois de plus qu'il était le prédateur ultime et qu'il pouvait facilement vaincre notre dinosaure star.